Je m'appelle Séverine Barbier, je suis psychopraticienne en myosthésie et également praticienne en hypnose régressive. Je suis basée sur Bordeaux, donc je reçois en présentiel là-bas, mais je peux également faire des séances en ligne. Je vais vous parler aujourd'hui donc plus précisément de la myosthésie. C'est une approche qui est fondée par Thierry Tournebise. Donc Thierry Tournebise, il est praticien en psychothérapie depuis 1979 et il est également formateur depuis 1988. C'est l'auteur de nombreux livres et j'en ai quelques-uns près de moi. Alors je ne sais pas si on les voit droit et à l'envers ou pas, mais là vous avez... c'est bon? Super. Donc là vous avez le grand livre de la psychothérapie. Vous avez également au cœur de la psychothérapie, alors je vous avoue que celui-ci, c'est un peu mon chouchou, parce qu'il y a 4 cas cliniques entièrement déroulés, où on voit du coup le dialogue entre le praticien et entre le patient, et on comprend l'intention du praticien, mais également le ressenti du patient à l'instant T, et du coup c'est très intéressant, surtout quand on est praticien de la méthode. Vous avez également l'art de la communication, l'art d'être communicant, très exactement, et aussi l'écoute thérapeutique. Voilà. Alors, je n'ai pas forcément tous les livres en tête parce que je sais qu'il en a écrit d'autres. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il a écrit plus de 2200 pages d'articles richement fournis, extrêmement intéressants, que vous pouvez trouver gratuitement sur son site internet www.myosthésie.com. Voilà. Merci pour l'adresse. Avec plaisir. Alors, je vais peut-être vous expliquer ce que c'est la myosthésie, qui est aussi appelée la psychologie de la pertinence. Donc, la myosthésie, en fait, c'est un néologisme qui signifie l'art d'être sensible au processus d'accouchement, de naissance de soi. C'est une approche où prime l'humain et l'expérience vécue. On va aller à la rencontre d'êtres en nous qui appellent à l'aide de symptômes afin de les reconnaître et de valider leurs ressentis. Alors là, du coup, on parlera d'être de soi ou d'être à part de soi, si on veut être encore plus précis, mais on va pas parler de morceaux de soi parce qu'en fait, on n'est pas morcelé. Il faut comprendre que les êtres que l'on va voir, ce sont des êtres à part entière et ils peuvent potentiellement contenir l'entièreté de soi, un peu comme une cellule qui contiendrait l'entièreté du génome. Voilà. Je vais, pour vous expliquer vraiment comment ça marche, ce qui se passe lors d'un choc traumatique, je vais vous expliquer les mécanismes de la psyché. À l'intérieur de la psyché, il y a 2 pulsions qui ont des rôles antagoniques, mais totalement complémentaires. Il y a la pulsion de vie et la pulsion de survie. Donc, vous allez voir, c'est quand même très différent de la pulsion de vie et de la pulsion de mort dont parle Freud. En myosthésie, la pulsion de vie, elle est garante de l'intégrité de la personne. C'est vraiment, elle est garante de tous les êtres que l'on a été afin qu'ils fonctionnent dans un état communicant. La pulsion de survie, à l'inverse, elle est garante de la sécurité de la psyché. S'il y a un événement inintégrable, par exemple à cause d'un choc traumatique qui arrive, elle va faire un clivage, c'est-à-dire une séparation de l'être choqué qu'on ne peut pas intégrer. Pourquoi vous ne pouvez pas l'intégrer? Tout simplement peut-être parce que vous êtes trop jeune, vous étiez enfant ou les circonstances n'étaient pas adaptées. En tout cas, la pulsion de survie va cliver cet être choqué au risque, sinon si elle ne le fait pas, d'abîmer la psyché. Alors le processus, comment ça se passe? Nous avons donc la pulsion de vie qui est garante de l'intégrité du soi. Et quand il y a un choc traumatique, la pulsion de survie fait le clivage, la séparation. Il faut bien comprendre qu'une circonstance traumatisante pour l'un n'est pas forcément une circonstance traumatisante pour l'autre. Peut-être qu'un événement, un même événement va être extrêmement anéantissant pour vous, alors que pour un autre, ce même événement, il va être structurant. Ça va le rendre plus fort. Donc, il ne faut jamais supputer un traumatisme qui, vous, dans un événement, vous paraît traumatisant. C'est vraiment le ressenti de la personne et non l'événement, en fait. C'est le ressenti et non l'événement qui provoque le traumatisme. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Vous avez, par exemple, 2 frères. Un seul et même événement et ils le vivent tous les 2. Peut-être que pour l'un, ça va être traumatisant et il va devoir se faire accompagner ensuite thérapeutiquement.
Alors que pour l'autre, au contraire, il va s'en sortir plus fort, grandisse de ce même événement. Donc vous voyez bien que le vécu de la personne ne peut pas être supposé sans passer par la personne elle-même. Et donc, de fait, il ne sert strictement à rien de rassurer quelqu'un en montrant la gravité d'une autre personne, en lui disant « Non mais regarde, toi, tu peux pas être traumatisé parce que tu as vécu, regarde ta voisine, c'est terrible ce qu'elle fait. » Vous voyez, parce que finalement, ça se trouve, la voisine qui vit un événement absolument terrible, eh ben, elle va très bien, alors que l'autre, qui a vécu, je ne sais pas, ce que nous, on pourrait croire quelque chose de tout petit, est extrêmement traumatisé par cette chose toute petite. Voilà. Alors, une fois que la pulsion de vie a clivé cet être choqué, qu'est-ce qui se passe? La pulsion de vie, je vous rappelle qu'elle est garante de l'intégrité de la personne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle le met en nurserie. Elle met en nurserie l'être choqué qui ne peut pas être intégré. Alors, Thierry Tournevis, le fondateur de la méthode, a tendance à l'appeler le nounou, la nurserie N-O-U-S, N-O-U-S. Elle garde tranquillement, j'ai presque envie de dire au chaud, cet être qui n'est pas intégrable pour le moment. Et pendant ce temps-là, la pulsion de survie essaye de compenser le vide. Il arrive qu'elle compense pas. Et là, du coup, on peut trouver des personnes qui viennent et qui sentent un vide en eux. C'est certainement parce qu'il y a eu un clivage, un être choqué, qui est mis de côté et qui n'a pas été compensé. Mais la plupart du temps, en réalité, pour vivre comme si de rien n'était, j'ai envie de dire, il va y avoir une compensation. Mais cette compensation, c'est souvent une addiction. Donc, ça peut être le travail, ça peut être le sport, la nourriture, l'alcool. Alors, c'est sûr, vu de l'extérieur, il y a des compensations qui peuvent paraître un petit peu plus nobles, mais en fait, c'est quand même dommageable parce que ça reste des compensations. Alors, vous allez me dire, oui, mais s'il y a une chose qui est hyper importante dans ma vie et que moi, j'y mets tout mon cœur et toute mon énergie, qu'est-ce que je sais si c'est une compensation ou pas? Et pour être honnête, c'est très difficile de le savoir. Effectivement, quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on y passe beaucoup de temps, qu'on y met beaucoup d'énergie, on ne peut pas vraiment savoir si c'est une compensation, sauf avec le temps. Pourquoi? Parce qu'il est de plus en plus difficile avec le temps de compenser. Donc, il va y avoir l'apparition d'un symptôme. Et là, l'apparition du symptôme est créée par la pulsion de vie, qui, elle, cherche toujours l'intégrité de l'être. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? C'est réintégrer l'être choqué qui a été mis de côté. Donc, la pulsion de vie crée ce symptôme. Qu'est-ce que c'est que le symptôme? C'est tout simplement un petit drapeau qui est agité par un être de nous qui appelle. Alors, beaucoup de professionnels de la santé cherchent à éradiquer le symptôme. En myosthésie, c'est tout le contraire. Le symptôme pour nous, c'est le chemin. C'est l'endroit de la psyché, c'est un endroit dans la psyché où en fait on peut enfin rencontrer l'être qui a été mis de côté, car maintenant, à cet instant, c'est pertinent de l'accueillir. Et c'est ce qu'on appelle la remédiation. C'est remettre en contact et en communication ce qui a été clivé, ce qui a été séparé. Donc, si on cherche à enlever le symptôme, c'est un peu dommage parce qu'on peut faire louper des retrouvailles, on peut faire louper la remédiation. Pour nous, les praticiens en myosthésie, le symptôme, c'est des opportunités thérapeutiques. Et en plus d'être considéré comme une opportunité thérapeutique, on voit ça comme une résolution naturelle de l'organisme qui met quelque chose en œuvre de pertinent. Donc, si on cherche à contrarier ce processus naturel, en fait, on est en train de saboter ce qui est en train de se faire naturellement. Voilà. Alors, il y a plusieurs également événements dans la psyché qu'il est important que vous compreniez, parce que ça va déterminer de là où on pose le regard quand on est un praticien en myosthésie. Dans la psyché, il y a l'événement, c'est ce qui se passe, le circonstanciel. Il y a également la personne, le quelqu'un, ça c'est l'existentiel. Et enfin, il y a son ressenti, ce qu'il a éprouvé, c'est l'émotionnel. La myosthésie va tenir compte en premier de la personne, puis en second de son ressenti et en troisième de son événementiel. Donc concrètement, en séance, comment ça se passe? En premier lieu, on va aller rencontrer et accorder une reconnaissance à l'être qui nous appelle. On va admettre son existence et même on va lui montrer de la gratitude parce qu'en fait, il accepte cette rencontre et que ça ne nous est pas dû le fait qu'il nous réponde. Donc, on peut même ressentir de la gratitude pour cet être qui appelle et qui enfin se montre à nous. Dans un deuxième temps, on va aller valider le ressenti de l'être. Mais plus que d'aller dire « Ok, tu ressens ça », on va même aller attester de sa dimension, de la dimension de son ressenti.
à quel point tu as souffert, à quel point tu étais heureux, à quel point tu étais malheureux. On atteste la dimension du ressenti. À ce moment-là, très très souvent, les professionnels de la psyché, eux, ce qu'ils veulent, c'est apaiser, rassurer le patient. C'est très différent de la posture du praticien en maïeusthésie qui, lui, il est juste heureux de voir cet être, en fait, et de valider ses ressentis émotionnels et la dimension de l'éprouver. Voilà ce qu'il fait. Et généralement, dès qu'il y a reconnaissance de l'être et la validation de ses ressentis, eh bien, il y a un apaisement et les symptômes disparaissent parce qu'en fait, l'être a été de nouveau intégré. Alors oui, il arrive parfois qu'un symptôme ne disparaît pas tout de suite. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'un symptôme appelle plusieurs êtres parfois en même temps. Et donc, du coup, le symptôme, lui, il va disparaître que quand tous les êtres ont été reconnus et validés. Et il arrive aussi parfois que le symptôme disparaît et quelques mois, quelques années après, il revient. Eh bien, c'est pas parce que le travail n'a été pas fait, mais peut-être parce qu'il y a d'autres êtres à accueillir. Et la psyché, comme elle est un petit peu maligne, elle s'est dit, bah tiens, ça a marché une première fois avec ce symptôme, il a été travaillé, voir ce qui se passait, bah allez, on va remettre le même parce que comme ça, il va peut-être refaire un petit travail derrière. Voilà comment ça se passe. Donc, sur le plan thérapeutique, quand il y a l'accomplissement de la remédiation ou du déploiement, grâce à la reconnaissance et à la validation du ressenti, c'est suffisant, d'accord? La remédiation, je rappelle, c'est remettre en contact et en communication ce qui a été clivé, ce qui a été séparé. Et le déploiement, c'est permettre à la personne de devenir ce qu'elle a à être. Mais ça, on en parlera un tout petit peu après quand je vous expliquerai quels sont tous ces êtres justement qui sont en nous. Donc voilà, généralement, plan thérapeutique, quand on a fait ça, reconnaissance, validation, c'est normalement suffisant. Pour certains cas, cependant, les personnes ont besoin d'évaluer, d'estimer l'événement. C'est-à-dire qu'elles veulent revenir sur l'événementiel. Et on dit bien estimer, parce que estimer, c'est accorder de la valeur. On estime une chose, on va estimer un bien. C'est très différent d'un être qui, lui, est inestimable. On va dissocier l'être inestimable et les choses qui, eux, sont estimables, ont une valeur. Et c'est important pour certaines personnes, dans leur repérage social, eh ben, d'aller justement estimer l'événement qu'ils ont vécu. Comme par exemple un enfant qui aurait été maltraité, c'est important pour lui, bah oui, de reconnaître qu'il a été maltraité. Par contre, c'est pas son parent qui est mauvais, c'est l'acte, c'est le propos qui n'a pas été adapté. D'une manière générale, on va rarement voir les détails d'un événement en maïeusthésie, d'accord? Parce que tout simplement, ça évite des retraumatismes. Il faut que vous compreniez que l'être qui était traumatisé, ce n'est pas vous, ce n'est pas l'être que vous êtes aujourd'hui, c'est l'être que vous étiez à l'époque. Et quand on va revivre un événement, eh bien, il y a un risque de retraumatisme. Et c'est ça qui est très, très différent, c'est la posture. Du coup, en maïeusthésie, on se concentre essentiellement sur la personne et sur son ressenti. Alors maintenant, la maïeusthésie, c'est une approche de psychologie, on le voit bien, mais c'est également une approche de communication. Parce que les phénomènes psychiques, en fait, ce sont des phénomènes de communication à l'intérieur de la psyché. Et la qualité de communication d'une personne est liée à son état psychique. Et sa qualité psychique est liée à sa qualité de communication envers autrui, mais également en intrapsychique. Donc, qu'est-ce que cherche à faire la maïeusthésie? Eh bien, elle cherche à restaurer un état communicant au cœur de la psyché. Du coup, il est très important de distinguer l'état communicant de l'état relationnel. La communication, c'est souvent vu comme un transfert de données, d'accord? En maïeusthésie, on va plus loin que juste état communicant, état relationnel, c'est la même chose. Non. La maïeusthésie différencie l'objet, donc l'information qui est donnée, du sujet, de la personne qui donne cette information. Si par exemple, Plumi, tu relèves l'information, eh ben tu vas être impacté. Tu vas être dans un état relationnel. Tu vas avoir de l'intérêt pour cette information, mais ça va te créer un lien d'affect, avec cette information qui peut être soit agréable, soit désagréable. Si c'est agréable, bah super, tu vas être peut-être admiratif du contenu qui t'a été dit. Si c'est désagréable, tu vas chercher à te protéger. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah tu vas avoir deux filtres devant l'être. Il y a l'être devant toi et deux filtres. Le premier, c'est l'information en soi. Et le deuxième, c'est tout simplement la nature de l'information. Donc, ok, tu es admiratif du contenu, c'est bien, mais tu ne verras toujours pas l'être.
Mais si en plus tu trouves l'information désagréable, tu vas chercher, comme je l'ai dit, à te protéger de l'information. Et dans ce cas-là, tu vas avoir certainement des réactions, mais en plus, tu n'es plus du tout avec la pertinence de la personne qui a choisi de te dire ça pour une raison bien précise. Et du coup, la vraie question, c'est en quoi est-ce important pour cette personne de dire ça et de pas chercher seulement le contenu de l'information. Alors que si on reste avec l'être, on n'est pas impacté. Et là, on est dans un véritable état communicant. On porte notre attention sur l'être. Et vous voyez la différence. C'est que d'un côté, on a un état relationnel. On est intéressé par l'information, on porte de l'intérêt. D'un autre côté, on est attentionné envers quelqu'un, envers un être. Et intéressé et attentionné, c'est pas tout à fait la même chose. Donc le praticien maïeusthésie, qu'est-ce qu'il fait avec un guidage non directif? Il garde en tête qu'il y a une justesse du processus en œuvre actuellement. Et il va accueillir avec bienveillance ce qui se dit en se concentrant non pas sur ce qui lui est dit, sur l'information, mais sur l'être, l'être qui est devant lui, mais plus encore sur l'être qui appelle. Il est pratiquement avant même son patient, à côté de l'être qui appelle avec son symptôme et qui dit « Ouh, je suis là, je veux juste être entendu, j'ai des choses à dire. » Voilà. Alors, on parle beaucoup d'être, effectivement, et du coup, ça m'oblige à vous parler de la structure de la psyché, en tout cas ce qu'on nous connaît aujourd'hui, parce que je ne pense pas qu'il y ait une cartographie, ou en tout cas, je la connais pas, une cartographie de la psyché. Et du coup, je vais vous faire la liste de tout ce qui compose l'entièreté de soi et que nous avons en chacun de nous. Donc, nous avons celui que l'on est actuellement, moi, toi, Clumy, tous ceux qui nous écoutent, dont on est plus ou moins conscient et qui sont composés de tous ceux que nous avons été depuis notre naissance. Alors ça, généralement, grâce à Jung, c'est plutôt bien traité en psychologie, c'est le soi. On a également le soi en devenir. Ça, c'est ce que l'on a à être dans le futur. Parce que oui, on a quelque chose à être dans le futur et que des fois, on n'ose pas devenir qui on a à être, tout simplement par peur de déplaire à certains, pour ne pas créer de problèmes. Et puis, on a le soi inter et transgénérationnel. Alors ça, c'est tous ceux dont on est issu, tous les ascendants, les grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, etc. Et quand il y a un être qui appelle de ce côté avec un symptôme, allez, très très souvent, vous pouvez être sûr qu'on a affaire à un secret de famille. Et du coup, oui, exactement. Donc du coup, ce qui est très important aussi de savoir à ce moment-là, c'est qu'il est vraiment essentiel de ne jamais dévaloriser les ascendants. On en revient à la même chose, on différencie les êtres des actes et des propos, d'accord? Une chose est inacceptable et c'est très important de le dire pour le repère social de la personne qui en a été victime, mais les faits, s'ils sont évalués, les êtres ne le sont jamais, d'accord? Donc si un parent, par exemple, est vu comme un monstre, ça veut dire que la personne est issue d'un monstre. Comment est-ce que elle peut se construire et se penser normale? C'est juste pas possible. D'où l'importance toujours en maïeusthésie, et ça devrait, j'ai presque envie de dire, dans toutes les pratiques, de bien différencier les êtres inestimables de leurs propos et de leurs actes. Il y a autre chose qu'on trouve très souvent, c'est le symptôme systémique. Alors, qu'est-ce que c'est que le symptôme systémique? Eh bien, c'est tout simplement, on trouve beaucoup ça dans les couples ou alors dans les relations amicales très fortes, ce genre de choses. Ça peut arriver également chez les voisins, hein. Mais c'est le petit drapeau de l'un, donc le symptôme, hein, qui en fait s'agite chez l'autre. Et quand on est en séance, on se rend compte qu'en fait, la personne qui porte le symptôme, elle porte l'être qui est par exemple son conjoint. C'est ça, le symptôme systémique. On a une chose qui est très très rarement évoquée en psychologie, c'est le soi étendu. Alors là, attention, on rentre dans une autre dimension, c'est le transpersonnel. C'est un travail qui a été très souvent évoqué par Stanislav Grof, hein. Le transpersonnel, c'est pas notre biographie, c'est pas notre histoire familiale non plus, mais c'est l'histoire de l'humanité, d'un peuple, des esprits. Alors attention, je me rends compte à quel point ça peut paraître ésotérique, mais là, vous allez voir toute la délicatesse d'un praticien qui doit essayer de mettre quelque chose en mots qui n'est pas dissible, mais qui parfois est même difficilement pensable. C'est des ressentis, c'est très très difficile. Parce que oui, la maïeusthésie, ça considère la structure de la psyché comme quelque chose d'ucrotopique, d'accord? Donc en fait, la psyché, elle n'est pas concernée par l'espace, le topos, et ni par le temps, le chronos. Dans la psyché, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de temps,
mais tout est bien réel pourtant. C'est un peu comme la psychologie phénoménologique. La description des vécus des personnes, telle qu'elle les dit, telle qu'elles apparaissent à leur conscience, elle est plus importante que la réalité objective. Alors certes, c'est une réalité subjective, mais c'est une réalité subjective qui est impactante pour les personnes. Et alors en plus de lucrotopie, mot bien barbare, on va rajouter un autre mot assez sympathique, c'est contemporanéité. Et oui, parce que tous les êtres en nous sont ensemble au même endroit, passé, présent, futur. Alors ça, les physiciens quand même, ils commencent à en parler, que le temps n'existe pas, que ça existe localement, d'accord? Mais c'est vrai que l'être que l'on est aujourd'hui va se retrouver à parler à l'être qu'il était enfant et vont peut-être faire une team, une équipe qui va aller voir l'arrière-grand-parent qu'ils n'ont pas du tout connu, mais qui est super en colère parce qu'il n'a jamais été entendu. Donc voilà, tout se passe en même temps. Donc c'est vrai que parler de psyché future, de psyché transpersonnelle, je sais que c'est compliqué parce que les professionnels de la santé, ils sont pas habitués à se promener dans ce genre d'endroit-là, d'accord? Et que concrètement, rien ne prouve que ces dimensions existent. Mais n'empêche que quand un symptôme disparaît, ça c'est objectivable. Ça vraiment, on peut voir justement la qualité de cette approche. Je voudrais aussi qu'on parle du corps. Ça, c'est le grand oublié de la psychothérapie. Quand le corps somatise, souvent on dit oui, il est blessé, ou alors c'est la psyché qui, à travers le corps, essaye de manifester. D'accord? Ça s'appelle la psychosomatique, ça on connaît tous très bien. Sauf que parfois, le corps a une émotion et la psyché pas. La psyché, elle va très bien, mais le corps, lui, il a une émotion. Et donc, du coup, le corps, il va somatiser pour exprimer son émotion personnelle. Et on se retrouve des fois, du coup, en séance de myosthésie, interroger le corps, voire même une partie du corps, un organe. Ça arrive, le cœur, le ventre, pourquoi pas. Et puis enfin, il y a les êtres de soi qui ont été mis de côté et quand on les recouvre, en fait, ils souffrent pas du tout, ils sont pas du tout abîmés. C'est un peu comme, vous savez, des parents qui verraient un cataclysme arriver et que du coup, ils cherchent à protéger les enfants. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire, hop, choc, et du coup, la pulsion de survie a clivé l'être qui allait très bien pour le préserver. Et il a été mis de côté. Donc, quand on le retrouve, ces êtres-là, généralement, c'est plutôt des ressources. Ils sont joyeux et puis ils peuvent même nous donner des conseils. Donc, comme vous pouvez voir, tous ces êtres de soi, ça constitue l'intégrité d'un individu et on a tous cette intégrité en nous. Et parce qu'en fait, ces êtres sont très nombreux, parce qu'on est ce que l'on est, ce que l'on a été, ce que l'on a à devenir, nos ancêtres, en gros, on est quand même très, très nombreux. C'est parce qu'on est si nombreux qu'on réagit parfois de façon totalement différente de ce qu'on voudrait. Et on comprend pas ce qui nous arrive. On se dit, mais c'est quoi cet inconscient qui réagit à notre place? Mais non, en fait, ce sont des êtres qui appellent, parce que si certains sont en paix et apaisés, il y en a d'autres qui appellent pour être reconnus et validés dans leur ressenti. Alors, qu'est-ce qu'on peut traiter en myosthésie? J'ai presque envie de vous dire tout, tous les symptômes, le traumatisme, la dépression, ça peut être des mal-être aussi, suite à une séparation, un deuil, un licenciement, des schémas récurrents, des schémas relationnels récurrents, asservissants, épuisants, des addictions, évidemment, tout ce qui est troubles, phobies, etc. Parfois, ça peut même être un léger ressenti. On n'a pas de symptômes réellement, mais on sent, il y a un truc qui va pas et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et la myosthésie aussi, on n'a pas besoin d'aller mal pour faire une séance. Des fois, on peut juste essayer d'utiliser une séance de myosthésie, tout simplement comme du développement personnel, pour aller voir peut-être l'être que l'on a à devenir. C'est possible aussi. Et puis, je vais terminer pour vous dire, du coup, concrètement, comment ça se passe. On peut le faire en présentiel. En tout cas, moi, je le fais et en présentiel et en distanciel. En présentiel, la personne est à côté de moi. Alors, j'ai une table un peu triangulaire, donc du coup, on n'est pas tout à fait côte à côte, ni tout à fait face à face. Je sais qu'il y a des praticiens qui proposent même à la personne de s'allonger. On peut demander à la personne de fermer les yeux. C'est plus facile pour elle, généralement, d'aller rencontrer les êtres qui appellent. Ça peut mettre une légère transe parce que dès l'instant que l'on quitte notre soi et que l'on va aller rencontrer d'autres êtres, effectivement, on peut aller dans un état de transe très léger, même sans hypnose. Et enfin, pourquoi c'est possible à distance? Tout simplement parce que l'important, en fait, c'est la qualité de la présence du praticien et du patient, d'accord? Et en fait, la qualité de la présence, ça n'a jamais été déterminé ni par la présence physique, ni par la distance géographique.